troubles fonctionnels. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas, mais personne ne s'en rend compte. C'est une bonne phase d'introduction parce que j'aimerais vous permettre de vous rendre compte de maintenant ce qui existe dans les troubles fonctionnels. On entend trop souvent il n'y a rien, c'est dans votre tête, et en fait il y a plein de choses au niveau physiopathologique, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va suivre le plan qui est à gauche de la présentation. On va beaucoup parler du système du stress, des rythmes circadiens, système nerveux autonome, du système musculaire, ostéo-articulaire, facial, de l'axe hormonal hypothalamus-hypophyse et glande adrénergique avec le cortisol, système immunitaire, l'axe digestif, le cerveau, les traitements des troubles fonctionnels et des annexes qui vont vous être utiles pour la clinique à la fin. Je me suis beaucoup basé sur ce livre qui est sorti en fait en octobre 2020, livre en libre accès, qui est le premier livre sur le sujet des troubles fonctionnels en pédiatrie et qui reprend vraiment toute la physiopathologie et la prise en charge des troubles fonctionnels. C'est vraiment un livre passionnant. Alors le trouble fonctionnel avec en fait le système du stress au centre, le trouble fonctionnel perçu comme un déséquilibre du système du stress vers le haut, une suractivation chronique du système du stress. C'est une définition simple, trouble fonctionnel, suractivation du système du stress. Et c'est très intéressant parce que le système du stress est en fait un système psychosomatique. La réaction de stress peut être activée par une problématique physique, une blessure, une infection, traumatisme physique, et il peut être activé par une problématique psychologique, un traumatisme psychologique, une émotion forte, une peur forte, un danger. Et ces deux portes d'entrée vont en fait déclencher toute une réaction de mécanismes physiques qui vont se mettre en place, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors c'est vraiment génial de voir le trouble fonctionnel comme ça, parce que en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu un élément originel ou plusieurs éléments qui ont créé un déséquilibre dans le système du stress dans sa globalité. Et en fait, dans tous les systèmes, les rythmes circadiens, système nerveux autonome, musculaire, facial, endocrinien, immunitaire, digestif, le cerveau, c'est tous ces systèmes qu'on va revoir. On va voir qu'il y a plein de déséquilibres qui se font. Et en fait, le trouble fonctionnel, après cet élément initial, les symptômes sont auto-induits par ces systèmes qui sont déséquilibrés, qui, comme des dominos, vont se bouger les uns les autres. Et on a plein de boucles vicieuses auto-inductrices qui créent des symptômes. C'est un peu comme un chien qui se mord la queue. Et ça, c'est vraiment ce qu'on trouve dans le trouble fonctionnel. Et un des buts, ça va être de stopper ces boucles inductrices dans le système du stress. Alors en fait, c'est très intéressant parce qu'avec la suractivation chronique du stress, la quantité de stress de base, elle va augmenter progressivement et la capacité de réponse, en fait, va devenir de plus en plus faible parce qu'on ne peut pas dépasser le maximum. Et ça, c'est vraiment très intéressant et important. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de malléabilité, flexibilité pour répondre en fait aux dangers et aux déséquilibres de la vie du quotidien. Et les personnes avec un trouble fonctionnel ont du coup beaucoup moins de capacité d'adaptation avec le système du stress que les autres. Alors, définissons ce que c'est que le stress. Le stress, c'est une réaction de votre corps à un déséquilibre pour vous rééquilibrer. Et ça va agir sur presque tous les organes du corps parce que vous avez besoin de tout votre corps pour pouvoir répondre aux changements de l'environnement extérieur et intérieur. Ça va agir sur tous les rythmes de votre corps et notamment sur le sommeil, sur votre système autonome qui va être un système utilisé par le stress pour envoyer ses réponses, le système musculo-squelettique et des fascias qui va être un système que le stress va utiliser pour réaliser les changements, sur le système cardio-respiratoire, vasculaire, sur le système hormonal avec l'adrénaline, le cortisol notamment pour envoyer les instructions,
le système immunitaire qui est un garant pour déclencher la réaction du stress et pour l'arrêter, le système digestif extrêmement important, et notre cerveau et notre système nerveux central qui va être extrêmement important dans la régulation de la réponse du stress. Donc on va passer tous ces éléments pour voir quels sont en fait les troubles qu'on retrouve au niveau des problématiques fonctionnelles. Au niveau des rythmes circadiens, donc c'est vraiment les rythmes de journée et de nuit, avec aussi des rythmes ultradiens qui sont plus courts. Vous avez une horloge centrale, le Big Ben, ça c'est votre hypothalamus, c'est lui qui gère à peu près tous les rythmes du corps. Et vous avez aussi quelques horloges en périphérie pour des rythmes plus courts. Le cortisol, par exemple, est une hormone qui va être gérée au niveau circadien avec une montée du cortisol le matin vers 8 heures et une baisse le soir pour le sommeil. Au niveau de votre système nerveux autonome, vous avez aussi la même chose. En orange, la journée, vous avez le système sympathique qui s'active parce que vous avez besoin d'énergie. Et la nuit, vous avez normalement le système plutôt parasympathique qui s'active parce que vous avez besoin de vous reposer. Au niveau cérébral, on sait tous qu'il y a des changements dans les ondes cérébrales, entre les ondes cérébrales de la journée et de la nuit. Donc voilà, ça c'est juste quelques exemples de rythmes circadiens au niveau des organes. Le sommeil. Quel est en fait le rôle du sommeil? On dort un tiers de notre vie. À quoi ça sert? Alors, rappelons que le sommeil profond, il est plus facilement atteint en début de nuit. C'est pour ça qu'on dit souvent un peu les heures avant minuit et le compte double. C'est pas tout à fait juste, mais disons avant minuit, on a beaucoup plus de cycles, beaucoup plus de temps passé en sommeil profond que les cycles de sommeil qui se font après au cours de la matinée. Le sommeil va permettre de mettre le corps en mode réparation. Vous allez avoir une réparation des tissus qui est extrêmement importante. À côté de ça, une chose que le cerveau ne peut faire que pendant le sommeil, c'est nettoyer tous les déchets qu'il a accumulés durant la journée. Et pendant le sommeil, les neurones, les astrocytes, toute la glie va en fait évacuer ces déchets pour que le cerveau soit propre pour le jour d'après. À côté de ça, au niveau cérébral, il va avoir une réorganisation synaptique très importante qui peut se faire uniquement également pendant le sommeil, qui va permettre de mémoriser les choses importantes de la journée, d'oublier les autres, et en plus de ça, le cerveau va se préparer pour mémoriser de nouvelles informations pour la journée prochaine. Et si vous ne dormez pas, en fait, vous ne pouvez pas préparer votre cerveau à mémoriser, et il y a des gros troubles de la concentration. À côté de ça, le sommeil va activer le système parasympathique, ce qui est assez logique pour permettre tous ces éléments de fonctionner. Le repos. Le sommeil va augmenter le seuil nociceptif. Donc en fait, quand vous dormez, le seuil de douleur, si tout d'un coup il avait été abaissé et qu'il y avait des douleurs importantes, au moment du sommeil, le seuil de douleur va revenir à la normale. Et du coup, la douleur sera plus difficile à déclencher. Et à côté de ça, le sommeil va aussi diminuer la réaction inflammatoire au niveau du corps. Donc c'est des effets extrêmement importants quand on pense à tous les symptômes que les jeunes avec des troubles fonctionnels présentent. Quels sont les symptômes d'un manque de sommeil? Alors là, on fait juste le truc inverse, de la fatigue, une accumulation des métabolites toxiques au niveau cérébral, diminution de la réparation tissulaire. Manque de sommeil, ça augmente la douleur, ça augmente l'inflammation et il n'y a pas de remise à niveau du seuil douloureux. Des difficultés de concentration de mémorisation parce qu'on a une diminution de la réorganisation des synapses au niveau de l'hippocampe et ça fait plus d'anxiété parce que le système sympathique est suractivé et déclenche l'anxiété.
Système nerveux autonome, c'est un gros chapitre du fonctionnement du stress. Alors, il fonctionne avec des rythmes circadiens, sympathiques la journée, parasympathiques plutôt la nuit. Le système nerveux autonome est bref et rapide avec des actions de courte durée pour rééquilibrer rapidement des déséquilibres. Il y a beaucoup de pathologies qui traitent au niveau fonctionnel du système nerveux autonome, par exemple l'intestin irritable, vessie irritable, syndrome de tachycardie orthostatique, le POT syndrome, les malaises vasovagaux, le chest syndrome. Donc il y a vraiment plein de pathologies fonctionnelles qui sont en fait des problèmes du système nerveux autonome. Et il y a beaucoup de causes qui peuvent déséquilibrer ce système. Alors par exemple tout ce qui est infectieux, on sait très bien qu'après une infection virale, il y a souvent des troubles fonctionnels qui se déclenchent, des difficultés vraiment psychiques, par exemple du harcèlement, difficultés avec les pairs ou dans la famille, une blessure physique, un traumatisme, c'est aussi une cause classique d'entrer dans un trouble fonctionnel, de rentrer dans un état de dépression, ou la prise de certains médicaments qui peuvent aussi déséquilibrer le système, ou des traumatismes vraiment psychiques, PTSD, ce genre de choses. Donc beaucoup de causes qui peuvent déséquilibrer. On va s'intéresser particulièrement au système sympathique parce que c'est lui qui est suractivé dans les troubles fonctionnels. Alors le système sympathique, il sert à deux choses. Soit vous enfuir, comme c'est le cas ici, ça ne marche pas à tous les coups. Soit combattre, comme c'est le cas ici. Ça ne marche pas à tous les coups non plus. Donc ça, c'est ce que votre système sympathique il voudrait pour en fait vous protéger d'un danger. Et pour ça, il va mobiliser de l'énergie au niveau du corps, il va permettre de faire circuler du sucre au niveau du sang et ramener de l'énergie là où il y en a besoin. À côté de ça, le système sympathique va augmenter la réponse inflammatoire parce que vous êtes en danger et il faut que tout votre corps soit prêt à se défendre et à combattre sur tous les plans. Et ça, c'est la réaction d'inflammation. Il va redistribuer aussi l'énergie pour favoriser tous les organes qui permettent de fuir ou combattre, donc les muscles, le cœur, les poumons, le cerveau pour pouvoir aussi réfléchir un peu plus vite. Et il va ralentir tous les organes qui sont non essentiels à ça. Donc on va freiner tout ce qui est voie urinaire et voie digestive. Et du coup, ça va créer plein de symptômes, comme on va le voir. Alors quels sont les symptômes associés à une suractivation du système nerveux sympathique? Au niveau cardiovasculaire, vous avez des palpitations parce que vous avez un effet inotrope direct au niveau du cœur. Vous avez une tachycardie parce que vous avez un effet chronotrope, dromotrope, bathmotrope au niveau du cœur. Vous avez des douleurs thoraciques parce que les coronaires vont avoir une vasoconstriction et ça va faire une espèce de spasme avec une hypoxie et du coup entraîner des douleurs, un peu comme si c'était le début d'une crise cardiaque. C'est pour ça que ça mime. De façon chronique, vous allez avoir une augmentation de la tension avec une augmentation de la sécrétion de rénine au niveau rénal. Au niveau de la peau, vous allez avoir une pâleur parce qu'il y a une vasoconstriction périphérique pour ramener le sang vers les organes vitaux. Vous allez avoir de la transpiration à froid, entre guillemets, parce que le système sympathique active les glandes sudoripares. Si vous êtes en train de courir ou combattre, la température corporelle va monter. Il faut préparer la sudation pour baisser la température. Et vous allez avoir le hérissement des poils. Ça, c'est un réflexe des muscles piloélecteurs. Je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Au niveau des yeux, il y a une tunnelisation du regard avec un myosis pour pouvoir focaliser l'attention sur ce qui est absolument nécessaire. Au niveau urinaire, vous avez une rétention urinaire parce qu'en fait le muscle détrusor est diminué parce qu'il est activé normalement par le parasympathique.
Et vous avez des urgences mictionnelles parce qu'en fait, le sphincter, lui, est innervé par le sympathique. Et du coup, il y a une augmentation de la force de contraction du sphincter. Donc en fait, ça bloque pour aller uriner. Niveau musculaire, vous avez des tremblements et une augmentation de la tension musculaire parce que le système sympathique augmente la contraction de la musculature striée, de la tension à ce niveau-là. La voix peut devenir plus aiguë avec une augmentation de la contraction au niveau des cordes vocales. On peut avoir des fermetures de la glotte transitoire qui peuvent être responsables d'apnée ou d'hypoxie, de nouveau à cause d'une contraction des muscles au niveau de la glotte. Niveau respiratoire, le système sympathique va entraîner une hyperventilation à cause du réflexe au niveau du tronc cérébral et un réflexe d'acidose indépendant à ce moment-là du système nerveux. On verra plus tard. Vous allez avoir une respiration qui est plus superficielle avec les épaules. Ça, c'est flagrant chez les personnes stressées. Elles respirent avec le haut du thorax et pas du tout avec le ventre. Et si on a une activation vraiment chronique, on peut développer une intolérance à l'effort, une dyspnée, parce qu'en fait, le volume pulmonaire mobilisable est vraiment réduit à cause de l'hyperventilation et de la respiration superficielle. Niveau digestif, on a des nausées et des vomissements parce que le système sympathique entraîne une gastroparésie. Donc, l'estomac se vide beaucoup moins souvent avec une accumulation d'acide qui peut être responsable après aussi de gastrite et d'ulcères. On a une constipation parce qu'il y a une relaxation de la musculature intestinale. Et du coup, le transit est vraiment ralenti. Il peut y avoir des ballonnements parce qu'avec ce ralentissement du transit, une pullulation au niveau microbien et un ralentissement du transit. Une sécheresse buccale qui est classique, on a tous fait l'expérience avant de faire une présentation, parce que les glandes salivaires sont inhibées et du coup il y a moins de salive. Au niveau des oreilles, on va avoir une hyperacousie parce qu'en fait on a une relaxation du muscle stapédien et le muscle stapédien normalement en se contractant va empêcher les osselets de vibrer, donc va diminuer l'intensité sonore. L'hyperacousie est très fréquente dans les troubles fonctionnels. Au niveau de l'inflammation neurogénique, on reprendra ce terme tout à l'heure, on va avoir une augmentation de la douleur parce qu'il y a une augmentation de la sensibilité au niveau des neurones nocicepteurs. Au niveau cérébral, il y a plein de changements, des troubles du sommeil parce que les circuits de l'éveil sont suractivés. Si vous êtes en train de courir pour échapper à un ours, ce n'est pas le moment de vous endormir. Il va y avoir des réactions d'anxiété, de panique, de rumination, de catastrophisme. Parce que le système sympathique va focaliser l'attention sur le stimulus qui est dangereux. Et tant qu'il est là, il va garder cette attention focalisée sur ce qui pourrait vous mettre en danger. On a une diminution de la concentration et de la mémorisation avec le système sympathique au niveau chronique. Ça va diminuer le nombre de connectivités et de synapses au niveau de l'hippocampe. C'est quelque chose qui est réversible. Notre système parasympathique, lui, il fait en fait l'inverse. Il va permettre de nous reposer, récupérer et de réparer ce qui doit être. Et du coup, les effets sont à peu près inverses du système sympathique, donc on ne va pas les redécrire. Mais par contre, on va parler de la paralysie défensive, le freezing, le fouch. Parce qu'en fait, un autre et un troisième système de défense du corps, avec la fuite et le combat, c'est de faire le mort. Et ça, c'est le parasympathique qui peut le faire avec vraiment un shoot d'impulse parasympathique. Et au niveau cardiovasculaire, en fait, c'est ce qu'on appelle le malaise vasovagal, et ça utilise le réflexe de Bessel-Diarich avec un shoot parasympathique qui va faire une bradycardie et même des asystolies transitoires.
avec en plus de ça une vasodilatation périphérique et donc une grosse chute de la pression artérielle qui déclenche des vertiges, un flou visuel, un voile noir et des syncopes. Au niveau musculaire, en fait, on peut avoir des paralysies musculaires. Vraies. C'est assez impressionnant. Au niveau du système nerveux, on peut avoir des paresthésies, hypoesthésies, anesthésies. Vraiment totales, qui ne respectent pas les dermatomes. Vraiment dans des pathologies fonctionnelles presque de conversion. Et au niveau digestif, on peut retrouver des nausées et des vomissements pour faire semblant en fait qu'on est malade, pour essayer de repousser les prédateurs avec une incontinence fécale ou urinaire dans le même sens. Alors c'est très intéressant. Les opossums sont super balèzes pour ça, on va voir ça. Petit opossum qui se balade en Californie avec un couple de touristes qui l'observent. On va juste avancer un peu, il se rapproche et au moment où ils vont être tout proche de l'opossum, en fait, il va se figer et il va rentrer dans une paralysie défensive parce qu'il n'a pas réussi à fuir. Et que les prédateurs en fait, des opossums, c'est les coyotes. Et quand les opossums ne bougent pas, eh ben, ils ne les mangent pas. Et là, il s'est complètement figé. Tout petit peu la tête qui bouge encore, avec la gueule ouverte. Et vous allez voir, c'est vraiment de la paralysie assez incroyable. Donc là, ils tournent autour. Mais ils peuvent le caresser. Et non seulement le possum est musculairement paralysé, mais probablement qu'il est aussi complètement anesthésié. Parce que si tout d'un coup le coyote lui mettait des petits coups de dent, eh ben, le système nerveux aurait fait une anesthésie pour l'empêcher de réagir et de bouger à ce moment-là. Donc c'est incroyable comme il est complètement figé comme ça. Et c'est quelque chose de transitoire parce qu'après, ils vont le reposer et il va repartir, hop, comme ça, en courant, refaire sa vie de possum. Et du coup, dans une problématique de conversion, c'est exactement la paralysie défensive qu'on va pouvoir retrouver. Au niveau du système musculo-squelettique et du système facial, j'ai pris un schéma avec le lien juste en dessous, juste pour rappeler en fait que votre système nerveux central va ensuite utiliser les muscles pour modifier le milieu interne ou le milieu externe de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, parce que c'est quand même le rôle des muscles de modifier l'environnement avec des actions sur les organes végétatifs et sur les muscles volontaires. Et c'est ce qu'on a sur cette slide-là, le système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, qui va innerver les organes, et le système nerveux somatique volontaire qui innerve la musculature squelettique. Donc on peut changer notre milieu de façon automatique et on peut le changer de façon volontaire, et ces deux systèmes nerveux ont des actions très différentes. Alors, ce qu'on retrouve la majorité du temps, c'est des problèmes de contracture. Le système est trop contracté au niveau strié, au niveau de la musculature autonome dans les fascias. Et on peut du coup avoir des problèmes aussi dans la coordination parce que le système proprioceptif, si les muscles sont trop contractés, a beaucoup moins de marge de manœuvre pour rééquilibrer le corps. Au niveau de la musculature striée, il y a toute une série de pathologies fonctionnelles, à tout fonctionnel, dysphonie fonctionnelle, dysphagie fonctionnelle. Des symptômes neurologiques fonctionnels, des tics, des boiteries, des postures anormales. Donc il y a toute une série de pathologies fonctionnelles qui ciblent la musculature striée et toute une autre qui cible la musculature lisse, notamment dans le système des fascias, l'intestin irritable, les douleurs abdominales, céphalées tensionnelles qui sont un peu mixtes, des boiteries, postures anormales, des arthralgies, des dysphagies. Donc des dizaines d'entités fonctionnelles qui ciblent la musculature. Et le message important, c'est qu'en fait, les muscles striés et lisses étant les effecteurs, il y a toujours des problématiques musculaires dans les troubles fonctionnels. Et ce n'est pas parce que l'IRM est normal qu'il n'y en a pas.
Parce que dans les fascias, par exemple, c'est quelque chose qui est invisible au niveau de l'IRM. Alors au niveau des fascias, juste rappeler que le système des fascias est en fait le système du tissu conjonctif, donc qui sert de soutien. Je voulais juste vous remettre les actions parce qu'elles sont tellement importantes que ça me semblait essentiel. Alors les fascias vont permettre de transmettre la force, parce que les tendons font partie du système facial, stabiliser les articulations, les ligaments font partie aussi. La proprioception, la coordination, il y a énormément de nerfs dans le système facial qui vont renseigner à ce niveau-là. Et notamment aussi la nociception, il y a plein de nerfs pour la douleur, même plus que dans la musculature normale. Les fascias sont très importants pour la signalisation cellulaire, c'est un lieu de rencontre, c'est un peu le restaurant comme ça des cellules immunitaires, où elles vont rencontrer, discuter pour faire, par exemple, si elles ont besoin, soit de l'inflammation, soit de la cicatrisation, réparation tissulaire ou réaction inflammatoire. Donc la réaction inflammatoire, elle débute dans le fascia. Donc c'est vraiment un lieu extrêmement important. À côté de ça, les fascias jouent le rôle de soutien structurel pour permettre le passage des vaisseaux sanguins, des nerfs. Donc on imagine bien que s'ils sont contractés, ça va poser pas mal de problèmes à ce niveau-là. Et ils servent de voie de circulation cellulaire. Les cellules s'accrochent sur la structure pour se déplacer comme des routes. De nouveau, on imagine bien les perturbations que ça peut faire. En plus de ça, les fascias vont servir de stockage de cytokines et d'hormones. Il y a des sortes de greniers dans la matrice extracellulaire et toutes ces molécules peuvent être libérées rapidement. Au niveau intestinal et à d'autres endroits également, les fascias vont jouer un rôle clé parce que c'est là que se passe l'échange de nutriments, d'hormones et des déchets. En plus de ça, ils servent de réservoir de cellules souches, donc pour la réparation des tissus. Donc, ils ont des rôles absolument clés pour tout ce qui touche les problématiques fonctionnelles. L'hyperventilation, c'est un truc qu'on retrouve fréquemment au niveau des troubles fonctionnels et qui est en fait une logique physiopathologique parce qu'avec le système du stress qui est trop activé, on a une augmentation de la contraction musculaire et du coup, on a une augmentation des déchets métaboliques et d'acide lactique. Ça crée une acidose en fait métabolique locale au niveau musculaire qui va entraîner un réflexe compensatoire d'hyperventilation pour essayer de compenser au niveau de la respiration cette acidose métabolique. Ça va entraîner une hypocapnie avec une baisse du CO2 qui va être responsable de tout un tas de symptômes. Au niveau du système nerveux, on va retrouver des crampes, des paresthésies à cause des changements électrolytiques qui sont dus à cette baisse du CO2. Et en fait, les neurones sensitifs et moteurs deviennent plus excitables et sensibles. Au niveau du cerveau, on va avoir des vertiges, des flous visuels, une syncope, un état de dissociation parce qu'en fait, il y a une hypoxie cérébrale légère mais présente due à l'hypocapnie qui entraîne une vasoconstriction des vaisseaux cérébraux est due à l'acidose métabolique musculaire et l'effet Bohr qui fait que la libération d'oxygène va être facilitée au niveau des muscles, mais du coup il y en aura un petit peu moins pour le reste du corps. Donc une hypoxie cérébrale qui est responsable de pas mal de symptômes également. Au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, adrénergique, et la sécrétion de cortisol. Rappelons que le cortisol a en fait des récepteurs au niveau de l'ADN et qui va entraîner des modifications épigénétiques. C'est très très important parce qu'en fait les actions du cortisol vont être lentes et soutenues et elles peuvent durer des mois,
ou des années dues à ces modifications du génome. Cortisol à rythme circadien, donc plutôt le matin, on a le plus. Et semble-t-il que l'enfance et les figures d'attachement parental jouent un rôle important dans la régulation de cet axe et que les enfants sont très sensibles au stress et très sensibles à des dérèglements de cet axe. Ce qu'on retrouve fréquemment dans les troubles fonctionnels, c'est en fait une hypoactivation et un hypocorticosisme. Alors, léger, et c'est également intéressant parce que les enfants peuvent initialement, s'ils sont surstressés, être plutôt en hyperactivation pendant des mois ou des années, et à un moment, c'est comme s'ils avaient vidé toutes les réserves de cortisol, ils se crachent en hypo. Et les adultes ont plutôt tendance à passer directement en hypo. Les adolescents, c'est un peu moitié-moitié. Mais au moment où on entre vraiment dans une pathologie fonctionnelle, ce qu'on retrouve à chaque fois quasiment, c'est une hypoactivation de l'axe. Donc il n'y a plus de réserve de cortisol. Relatif, il en reste, mais il n'y en a plus beaucoup pour avoir une bonne marge de manœuvre. Alors regardons les actions des glucocorticoïdes et du cortisol. Donc, ils ont une reprogrammation épigénétique au niveau de l'ADN. Le cortisol est un anti-inflammatoire et un anti-immunitaire extrêmement puissant avec toutes ces actions-là sur les cytokines, sur l'acide arachidonique, sur l'adhésion des leucocytes. Ça diminue la quantité de macrophages et leur différenciation en macrophages inflammatoires. Ça diminue les éosinophiles. Ça rend plus imperméables les vaisseaux sanguins. Ça augmente les lymphocytes qui suppriment les autres cellules immunitaires. Et ça diminue le nombre de fibroblastes et du collagène, ce qui fait que ça lutte contre la fibrose tissulaire au niveau des fascias. Ça, c'est très important. Et à côté de ça, le cortisol va permettre de fournir le corps en énergie, va entraîner une hyperglycémie en créant du glucose et en diminuant l'utilisation périphérique. Il va changer la répartition des graisses avec de type comme ça, Cushing. Au niveau du corps, il va diminuer un peu les réserves de calcium, il va entraîner une fonte musculaire, et il va augmenter la tension artérielle en augmentant la réabsorption de sodium et en diminuant en augmentant la quantité de potassium qui est excrétée au niveau rénal. À côté de ça, il fait un rétrocontrôle sur l'axe hypothalamique, hypophysaire surrénalien. Et au niveau cérébral, le cortisol entraîne un état d'euphorie et des variations d'humeur un peu plus fréquentes. Et il entraîne aussi une insomnie parce qu'il est censé baisser normalement le soir et la nuit. Alors quels sont les symptômes d'un manque de cortisol ? Fatigue, trouble du sommeil, ralentissement de la pensée, dépression. Le corps a plus d'énergie, il y a des problématiques dans les rythmes circadiens et il n'y a plus l'effet euphorisant du cortisol. On augmente les maladies infectieuses et le nombre d'infections parce qu'en fait, on a beaucoup moins de marge de réponse au niveau du système immunitaire qui est tout le temps activé. On augmente la douleur et la contracture musculaire parce qu'il y a une augmentation de l'inflammation, donc une nociception qui est augmentée, il y a une fibrose au niveau des fascias qui est augmentée et des œdèmes qui sont présents. Des vertiges, des malaises, un orthostatisme, on a plutôt une baisse de la tension artérielle, une baisse de la glycémie, une déshydratation par dilution de la natrémie. Et on retrouve une pâleur cutanée et une dépigmentation au niveau de la peau. L'inflammation et le système immunitaire. C'est la première ligne de défense au niveau du corps pour en fait tout. Pour les microbes, pour les traumatismes physiques, pour une intoxication, cancer, un allergène. Donc c'est vraiment lui qui est
la sentinelle du corps. Et cette sentinelle va déclencher une alarme et la réaction de défense, et ça c'est l'inflammation. C'est l'alarme en même temps, et en même temps ça commence à faire l'inflammation de défense. Et dans les troubles fonctionnels, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une inflammation chronique de bas grade. Alors, ça ne fait pas, par exemple, une VS augmentée à 50 ou ce genre de choses, mais elle peut être quand même un petit peu plus haute que ce qu'elle devrait être normalement. Et cette inflammation chronique de bas grade, elle va avoir plein de répercussions qu'on va détailler juste après. À côté de ça, on s'est rendu compte que les œstrogènes, ils augmentaient l'inflammation et que les opioïdes, ils faisaient la même chose, et c'est une des raisons pour laquelle, en plus du fait que ça n'a pas d'effet sur les douleurs fonctionnelles, les opioïdes sont fortement contre-indiqués dans les problématiques fonctionnelles parce qu'ils auto-induisent l'inflammation, donc ils entretiennent la problématique fonctionnelle. À côté de ça, dans les troubles fonctionnels, on trouve une diminution de la capacité de défense totale, parce qu'en fait, le système inflammatoire est beaucoup trop activé, il a perdu sa marge. Et on retrouve une mémoire immunologique des dangers physiques et des dangers psychologiques. Ça, c'est très intéressant, parce que les cellules gliales sont capables de se souvenir de ces différents types de dangers, et en cas de réapparition, peuvent augmenter en nombre et s'activer au niveau de la moelle et au niveau cérébral. Très intéressant. L'inflammation neurogénique chronique, c'est un concept qui est vraiment fondamental, très important. On a une inflammation aiguë qui va déclencher en fait un déséquilibre de l'inflammation et du système immunitaire et entraîner une boucle auto-inductrice. Donc, cette inflammation aiguë, pour une raison quelconque, il y a une mauvaise réparation du tissu qui va faire un maintien de l'inflammation par les neurones, parce que le tissu n'étant pas réparé, les neurones vont sécréter des molécules inflammatoires pour prévenir le cerveau et le reste du corps, ce qui va entraîner une sensibilisation périphérique du tissu et une sensibilité centrale à la douleur et à l'inflammation, et entraîner par la suite une fibrose des tissus qui fait qu'il y a un remodèlement tissulaire au niveau facial et du coup une réparation qui est mauvaise, avec une boucle vicieuse qui s'installe et qui s'auto-entretient. La sensibilisation périphérique qui s'installe dans ces inflammations neurogéniques. On a une inflammation de bas grade qui est persistante et qui va activer les nocicepteurs et qui va augmenter la fibrose cellulaire. C'est un peu comme s'il y avait un lance-flamme en permanence dans le système des fascias. Et à côté de ça, cette fibrose tissulaire va avoir des répercussions catastrophiques sur le tissu, parce qu'elle va diminuer le drainage veineux, diminuer l'apport artériel sanguin et immobiliser le tissu. Et on va reprendre ces 3 points en détail parce que c'est fondamental. La diminution du drainage veineux va entraîner une accumulation de tous les métabolites inflammatoires. Ça va entraîner une acidose locale, un œdème et du coup une compression comme on retrouverait en fait dans le syndrome des loges, mais là sur une toute petite partie du tissu au niveau des fascias. Et cette compression, comme dans le syndrome des loges, elle entraîne une compression artérielle avec une hypoxie et une compression veineuse avec de nouveau une diminution du drainage veineux, donc serpent qui se mord la queue. Une compression des nerfs avec du coup de la douleur qui est générée. La diminution de l'apport artériel. Il va entraîner une hypoxie, souffrance cellulaire qui va du coup déclencher l'inflammation et la douleur, et entraîner la mort cellulaire avec la création de métabolites cytotoxiques qui peuvent renforcer l'inflammation. L'immobilité du tissu. Elle va entraîner des contractures au niveau des fascias, parce qu'il y a des myofibroblastes dans les fascias qui sont capables de réaliser sur plusieurs jours des contractures très très fortes en intensité,
avec en fait une augmentation de création de collagène et une rigidité musculaire qui s'installe. Et vous allez finir par marcher comme C3PO si vous êtes de plus en plus contracté au niveau des fascias. Il mériterait un bon bain d'huile celui-là. Et à côté de ça, l'immobilité a aussi pour effet d'augmenter les macrophages en mode inflammatoire et il passe du côté obscur de la force pour redéclencher l'inflammation. L'immobilité diminue le drainage veineux et on retombe de nouveau sur une boucle vicieuse. Et c'est pour ça qu'on demande et on propose aux patients de bouger parce que Maître Yoda est beaucoup plus souple que C3PO. Au niveau de la sensibilisation centrale, en fait, ça va se jouer au niveau des cellules gliales et des neurones. On a une augmentation des cellules gliales et plus de neurones qui sont connectés à la douleur dans la moelle et dans le cerveau, avec en fait une focalisation sur ces neurones, une attention sélective sur les nocicepteurs. En plus de ça, il y a une convergence neuronale au niveau de la moelle et la suractivation des neurones va entraîner en fait une confusion des informations et on va rentrer dans des processus d'hyperesthésie, d'allodynie, avec une diminution de l'effet du portillon où toutes les informations sensorielles vont être confondues comme si c'était en fait de la douleur. On va avoir l'installation d'une plasticité neuronale au niveau de la moelle épinière et au niveau de la matrice de la douleur cérébrale, avec un renforcement des synapses qui codent pour la douleur, une augmentation des synapses dans le système douloureux, et en plus, on a une diminution des contrôles inhibiteurs descendants, donc la voie des opioïdes qui ont moins d'effet sur le cerveau et sur la moelle. Donc ça, c'est tous les processus de la sensibilisation centrale. Au niveau de l'axe digestif, microbiote et cerveau. Plein de recherches faites à ce niveau-là. À noter que cet axe va communiquer en fait avec tous les autres systèmes. Donc c'est vraiment un système central. Parlons un peu du microbiote. Le microbiote est un organisme à part entière. Donc c'est quelque chose, plusieurs milliers de quelqu'un ou de quelque chose qui vivent à l'intérieur de vous. Et on pourrait considérer que l'être humain est un être avec plusieurs espèces composées à l'intérieur de lui-même. Le microbiote est constitué de bactéries, de virus, de champignons. Il est indispensable à notre survie. Si on n'a pas de microbiote, on est cuit, donc ça vaut le coup d'en prendre soin. Il est unique, comme vous êtes unique. Votre microbiote est unique et il est notamment hérité lors de l'accouchement et ensuite en fonction de notre alimentation. Le stress a un effet d'une bombe atomique sur l'axe digestif et le microbiote, il va perturber en fait toutes ces choses-là. Quelles sont les actions que le microbiote réalise? Le microbiote aide à la digestion. Il va créer des vitamines qui sont essentielles à notre survie et que lui seul est capable de faire. Le microbiote va entraîner notre système immunitaire et va entretenir la mémoire immunitaire pour la défense du corps. Il va moduler le système hormonal et le fonctionnement de notre système cérébral. Il y a de plus en plus de recherches entre des problématiques du microbiote et la dépression. C'est vraiment fascinant. À côté de ça, le microbiote va protéger la muqueuse intestinale en éliminant toutes les espèces qui sont gênantes et nocives pour nous, en renforçant la barrière de mucus, et il va réguler la mobilité, la motilité de notre intestin, la sensibilité de notre intestin, et la réaction inflammatoire face au microbiote. Il est capable de calmer la réaction inflammatoire. Donc c'est des actions qui sont absolument essentielles quand on pense au nombre de douleurs abdominales fonctionnelles qu'on retrouve. Système cérébral, un stress majeur va entraîner un arrêt des
activités exécutives, des fonctions exécutives, par exemple la réflexion, la planification, la mémorisation. Et un passage en fait en mode de survie avec une activation du système limbique et du tronc cérébral, donc les cerveaux plus anciens. Et si le résultat de ce qu'on a anticipé et imaginé est différent, par exemple, on pensait avoir une consultation avec un médecin et en fait c'en est un autre parce qu'il est malade, et bien ça va, pendant quelques secondes, avoir déclenchement au niveau de l'amygdale et de dire attention, c'est pas ce que j'avais pensé, qu'est-ce qui se passe, analysons l'environnement, ça redéclenche la réaction de stress. Le système cérébral veut avoir une attention renforcée en cas de stress, avec non seulement focalisation sur les sources de danger, mais un renforcement du signal neuronal et des connexions synaptiques. Sur la douleur, on va avoir en fait une augmentation au niveau de l'insula et qui va amplifier et augmenter le ressenti de la douleur cérébrale. Et si on focalise l'attention sur une partie du corps, eh ben, en fait, on augmente la circulation sanguine à l'intérieur de celle-ci. Et petite remarque, évitez de vouloir penser à quelque chose, en fait, ça fait juste que augmenter l'attention sur cette chose, donc ça ne marche pas du tout. Le négativisme, catastrophisme, rumination. Donc une vision négative va augmenter votre système sympathique et va diminuer votre cortex préfrontal et donc toutes les fonctions après exécutives. Une vision négative va aussi diminuer l'activation du système de la récompense. Le catastrophisme va augmenter et renforcer au niveau des synapses les régions cérébrales postérieures du stress. Et les ruminations, à chaque fois que vous repensez à un événement dangereux et stressant, et ben vous redéclenchez la réponse du stress. Au niveau des traitements, des principes généraux, le but du traitement, c'est le retour à une vie normale et ce n'est pas diminuer le symptôme. Et le retour à une vie normale est en même temps le but et en même temps le traitement. On va viser un rééquilibrage du système du stress et non pas diminuer le symptôme. Ça, c'est très très important à pouvoir expliquer au début. Le traitement est pratiquement obligatoirement multidisciplinaire parce qu'on a besoin de faire un travail sur le corps, l'esprit, la famille, l'école, le réseau de soins. Il faut prendre du temps pour réécouter, reconstruire l'histoire, rencontrer les familles. C'est très très important. Parce que le trouble fonctionnel est une pathologie qui se construit de déséquilibre en déséquilibre. Il faut passer du temps pour expliquer le trouble fonctionnel à la famille, comment ça marche, quels sont les symptômes et pourquoi est-ce qu'on leur propose les thérapies. Identifier les points clés à traiter. Il y a des choses qui sont primordiales pour que le patient aille mieux. Par exemple, avoir une sécurité dans son lieu de vie, avoir un sommeil de meilleure qualité, une bonne alimentation et une mobilisation. Ça, c'est vraiment des points clés. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez travailler sur tout le reste. Mais ces systèmes vont continuer à déséquilibrer sans cesse le stress. Co-construire le plan de soins avec des objectifs à définir pour chaque partie. Et si la famille n'est pas preneuse, ne pas s'engager dans les soins, parce que s'ils ne respectent pas leur part en fait du plan de soins, vous n'allez jamais pouvoir soigner un adolescent. Travailler au changement, ça c'est hyper important. Laissez les résultats de côté, mais travailler au changement. Nommer les changements et nommer l'évolution qui est en train de se faire. C'est hyper important. Commencez par traiter le corps, parce que c'est là qu'il y a les symptômes. Ça ne sert à rien d'envoyer chez le psy, ils ne vont jamais y aller. Commencez par traiter le corps et ensuite embrayer par le travail sur l'esprit au niveau psychologique et sur le travail familial.
rediriger sans cesse l'attention ailleurs que sur les symptômes, parce que sinon vous focalisez là-dessus et vous auto-entretenez le système du stress. Rediriger ailleurs, notamment sur les changements. Pouvoir faire preuve de flexibilité, créativité et une grande ouverture, parce qu'en fait c'est des situations uniques et il faut pouvoir s'adapter au niveau des soins, qu'est-ce qu'on propose, comment on le propose pour chaque patient, chaque famille. Et passer beaucoup de temps à travailler sur l'autonomisation et l'automanagement des symptômes par le patient. Parce que c'est indispensable pour que les effets durent à long terme. C'est vraiment les jeunes qui doivent apprendre à gérer leurs symptômes. Au niveau des traitements, alors on commence par le corps, donc on focalise l'attention sur des sensations physiques autres que le symptôme, parce que souvent ils ont mal, mais ils sont incapables de vous dire qu'est-ce que c'est d'être bien, comment va le reste du corps, d'avoir chaud, d'avoir froid. C'est vraiment toutes ces autres sensations sont un peu gommées et tout est concentré, focalisé sur le symptôme. Donc rediriger l'attention ailleurs. Passer du temps pour que la personne en fait réapprenne ce que signifient les sensations corporelles qu'elle a. Réaliser des exercices physiques réguliers, adapter l'intensité et faire ça de façon progressive. Physio, en ergo, en sport adapté par exemple. Utiliser les thérapies manuelles. Il y en a beaucoup qui travaillent directement sur le système des fascias, sur les articulations, sur les muscles, sur le système digestif, respiratoire. Il y a vraiment plein de possibilités avec l'ostéopathie, la fasciathérapie par exemple. Il y a plein de techniques différentes. Et elles ont accès à des choses qu'on n'a pas tellement accès autrement avec la médecine occidentale. Au niveau du travail corporel, ça va entraîner en fait une neuroplasticité des zones sensorielles du système limbique et du soi qui va petit à petit lutter contre cette sensibilisation centrale et permettre de sortir de tout ça. Au niveau du corps, il y a ce travail très important du sommeil et sur les rythmes. 3 mg, vous utilisez la mélatonine plutôt rapide pour induire un pic de mélatonine favoriser l'endormissement à peu près 1h30 avant l'endormissement visé et vous stoppez les écrans à la prise. Et après, il y a tout un travail d'hygiène du sommeil, il y a plusieurs autres possibilités médicamenteuses aussi pour le sommeil, dont on ne parlera pas ici. Et après, sur le corps, il y a beaucoup de techniques de réafférentation, d'ancrage, de respiration qui vont permettre de couper l'attention sur le symptôme. L'hypnose, le mindfulness, la méditation, les body scans, cohérence cardiaque, c'est juste quelques exemples qui vont vous permettre de focaliser l'attention ailleurs et c'est très très important. Traitement au niveau psychologique sur l'esprit, c'est d'abord un soutien, un encouragement, focalisation sur les progrès au niveau individuel, familial. Ce soutien est absolument primordial pour les troubles fonctionnels parce que c'est très lourd à porter comme problématique. C'est tout un travail sur la dépression qui est une des choses qui s'installent généralement aussi. Donc avec la psychothérapie, avec de l'hypnose par exemple, avec des antidépresseurs comme des SSRI en préférence, qui peuvent calmer l'amygdale, diminuer l'hypervigilance et l'hyperanxiété. Ça a aussi des effets sur la douleur et sur le sommeil. Donc c'est vraiment des médicaments qui peuvent être clés. Et un travail sur les traumatismes, avec l'hypnose, le MDR, Somatic Experiencing, ou dans de la psychothérapie, psychotraumatologie en fait. Le traitement au niveau de la famille, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles? C'est évaluer déjà la capacité de soutien de la famille, parce qu'il y en a qui sont très soutenantes et il y en a qui ne sont pas du tout. Alors ce sera plus compliqué si la famille ne l'est pas. Améliorer tous les stresseurs sociaux et familiaux, puis essayer de comprendre en fait pourquoi les symptômes surviennent, quand ils surviennent et qu'est-ce que ça signifie au niveau familial. Contenir l'anxiété, soutenir la famille aussi qui
souffrent généralement beaucoup dans ce genre de problématique. Et réparer les blessures réalisées par le système de soins, parce qu'il y en a quand même classiquement beaucoup, où les familles ont un parcours médicaux incroyables, longs, sinueux, et qui ont souvent été très très traumatiques. Augmenter l'autonomisation de l'adolescent, parce qu'il n'y a que lui qui peut en fait gérer directement ses symptômes. C'est très important que ce soit l'acteur principal des soins. Focaliser l'attention sur les progrès réalisés de nouveau, parce que les parents ont tendance souvent à se focaliser sur le négatif. Il faut sortir de ce catastrophisme et négativisme. Et travailler sur tous les comportements d'évitement. Il y a plein de choses qui se mettent en place dans les familles pour éviter qu'il y ait du stress, éviter qu'il y ait la douleur, avec des organisations incroyables et extrêmement fatigantes. Il faut essayer de pouvoir sortir de ça tranquillement. Et dans les annexes, vous avez après pas mal de choses qui peuvent vous être utiles pour la clinique. Je vous ai juste remis précisément le système nerveux autonome avec les effets et précisément où il agit. Vous pouvez regarder ça tranquillement. Vous avez un annexe sur l'hyperventilation chronique avec le score de Nijmegen de la revue médicale suisse de 2008. Et puis vous pouvez juste regarder, il propose d'exclure quand même toutes les autres causes somatiques, même si ce tableau est positif. Il y a des tableaux pour les diagnostics de fatigue chronique. Alors, il y a plusieurs entités que vous pouvez regarder tranquillement. Ça vous permet de faire les scores avec les patients. Le tableau sur le complexe régional pain syndrome, l'algoneurodystrophie, donc qui vous permet aussi de voir si votre patient rentre dans ces critères. Un petit dia sur le syndrome de Pott, avec un peu les symptômes, avec les diagnostics de comment on le fait. Et juste 3 dias sur le syndrome de l'Ehlers-Danlos hypermobile, avec en fait les critères diagnostiques, parce que c'est très très fréquent de rencontrer des jeunes qui ont ce syndrome avec un trouble fonctionnel. Donc vous pouvez faire, si vous avez un petit peu de temps, le diagnostic avec eux.